Donc, on démarre avec Emmanuel Barbara. Salut Emmanuel, Bonjour. avocat, Auguste Debouzy, spécialisé dans le droit du travail. On s'est rencontrés pour la première fois, Emmanuel, et je ne sais plus quelle était la date. C'était au moment des barèmes des prud'hommes. C'était les premières décisions, en fait. C'était les premières décisions de... Ça devait être des cours d'appel. Non, c'était des jugements de première instance. De tout. Qui disaient « Oh, mais non, mais ça nous va pas du tout, cette histoire-là, etc. » Et donc, 5 ans après... on va démarrer d'ailleurs un peu là-dessus. J'ai l'impression que l'affaire n'est pas encore tranchée. Je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Et puis Bertrand Martineau, salut Bertrand. Aujourd'hui conseiller pour l'ensemble des questions de travail de l'Institut Montaigne. Et nous aussi, on discute alors depuis plus longtemps ensemble, et notamment autour du chômage. Tiens, mais démarrons avec ça quand même. En fait, le premier chapitre que j'ai envie de voir avec vous, c'est le chapitre bilan d'une certaine manière. Donc 2017-2018, train de réforme dite Pénicaud, mais avant il y avait eu les réformes El Khomri, ce que mon ami Emmanuel Le Chypre, que je salue à l'occasion, appelait le Barnum El Khomri. Donc El Khomri, Pénicaud, est-ce que tout cela derrière, démarrant avec ça, ça donne aujourd'hui les records sur l'emploi? Je redonne les chiffres, 700 000 emplois salariés en plus sur l'année 2021, c'est 3 fois plus que la moyenne des années 2015 à 2019, et c'est 380 000 emplois salariés de plus qu'en 2019. Voilà ce que sont les chiffres. Est-ce que ça, c'est le fruit des réformes passées et par François Hollande et par Emmanuel Macron? Alors, on peut partir du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est ce qu'on peut dire des chiffres. Donc il faut remettre ça en perspective. Les résultats de cette année sont absolument excellents sur toutes les catégories. C'est-à-dire on peut regarder la baisse du chômage, le nombre de créations d'emplois salariés marchands, le taux d'emploi, le taux d'activité, parce qu'on pourrait se dire aussi que la baisse du chômage, comme il arrive dans certains pays, se fasse au détriment de la diminution de la population active, ce qui peut se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une fuite de personnes qui se réfugient dans l'inactivité. Donc c'est pas le cas en France. C'est vrai. Donc cette baisse du chômage, c'est ce qu'on appelle le taux de participation au travail. Exactement, ça, voilà, exactement. Donc les chiffres sont excellents. Si on met ça en perspective sur donc ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la population active, il n'y a pas de baisse de taux de participation. Voilà. Non, voilà. Et on a un taux d'emploi maintenant sur les tranches non proches de la retraite, c'est-à-dire de 25 à 55 ans, qui est tout à fait comparable avec les meilleurs pays européens, malgré notre taux de chômage qui reste élevé quand même. Après, il y a des questions sur les seniors, on pourra peut-être... les jeunes, on pourrait peut-être y revenir, mais globalement, bon, c'est une amélioration du marché du travail qui concerne absolument toutes les catégories, sexe, niveau de qualification, géographie, etc. Maintenant, si on met en perspective sur 5 ans, je crois que c'est ça qu'il faut regarder, surtout si on passe après à la question sur l'impact des réformes, c'est que on a un peu plus d'1 million de créations d'emplois salariés privés. Si on rajoute quelques dizaines d'emplois publics supplémentaires, plus quelques dizaines de milliers d'emplois de type auto-entrepreneur supplémentaires, on arrive sans doute à plus de 1 100 000, voire 1 200 000 créations nettes d'emplois en 5 ans. Donc en soi, c'est évidemment énorme, c'est inédit, et il y a quelque chose qui est encore plus remarquable, et c'est ça à mon avis qui doit intriguer les économistes, c'est que ça se fait avec une croissance moyenne qui globalement est quand même très faible. Puisqu'on est à 1%, si on intègre le trou de 2020 et l'extraordinaire rebond de 2021, on est sur une croissance moyenne de 1% par an. Ce qui veut dire qu'avec 1% de croissance par an, on a réussi à créer 200 000 emplois nets marchands par an. Ce qui est absolument inédit. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas normal. Alors, c'est là qu'intervient la deuxième partie sur l'impact. Non, on va faire juste, allons au bout de l'histoire de l'économie. Allons au bout soyons paix dans 2 secondes. PIB, somme des valeurs ajoutées. Valeur ajoutée, c'est ce qui est créé par le travail. Ce que tu vas nous dire... Enfin, oui, le capital, voilà, le capital plus le travail. S'il y a moins de valeur ajoutée que d'emplois créés, ça veut dire qu'on crée des emplois qui ne créent pas de valeur ajoutée. En gros, globalement, c'est ça. Alors, c'est toujours le même problème. C'est que d'abord, il faut se féliciter qu'il y ait beaucoup de création d'emplois. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, effectivement, la question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est est-ce que... Donc, ça veut dire, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un ralentissement de la productivité.
Bon. Et le ralentissement de la productivité, là, Plus brutalement, je pourrais dire des emplois de merde. Voilà. Bullshit job, disent les Anglais. Oui, alors, heureusement, l'économie française ne crée pas que des emplois peu qualifiés. Il crée aussi énormément d'emplois très qualifiés, à tel point qu'on a des tensions extraordinaires sur le marché du travail. On pourra peut-être y revenir. Pas que sur les emplois très qualifiés d'ailleurs, à tous les niveaux, mais particulièrement sur les emplois très qualifiés. Donc, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de rattrapage temporel où on ramène sur le marché du travail des personnes qui en étaient éloignées et qui sont peu qualifiées et donc une faible valeur ajoutée? Donc ça, c'est la version optimiste. Est-ce qu'il s'agit d'un ralentissement durable de la productivité qui s'était déjà affaiblie au cours des 15 dernières années, auquel cas, là, ça pose un problème de croissance potentielle. Mais pour l'instant, ne boudons pas notre plaisir. On a une croissance extrêmement riche en emplois et l'hypothèse, et j'en arrive à la deuxième partie un peu plus compliquée, l'hypothèse que les réformes qui ont été faites, non pas simplement dans ce quinquennat, mais qui ont été faites quand même maintenant de manière continue depuis un certain nombre d'années, cette hypothèse qu'elles aient impacté positivement l'emploi est quand même quelque chose à regarder. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'un peu près sûr? C'est que, on a eu ces dernières années des allègements de charges massifs sur les bas salaires qui ont accentué les allègements dits Fillon historiques. Ça a été le CICE, il faut rendre grâce à François Hollande de ce point de vue-là, qui ont été stabilisés et approfondis par le gouvernement d'Édouard Philippe, donc sous Emmanuel Macron, et vous trouverez assez peu d'économistes qui diront que des baisses de charges sur les bas salaires ne créent pas des emplois, en tout cas des emplois peu qualifiés. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a quand même des éléments de fluidification, on va dire, du fonctionnement du marché du travail. Qu'est-ce qu'on observe? Là, il y a une continuité. Alors, on va dire qu'il y a quand même eu une pause sous le quinquennat Hollande de ce point de vue-là, en gros, mais il y a quand même des réformes très importantes qui ont été faites en 2008. Je pense qu'Emmanuel Barbara ne me contredira pas sur la rupture individuelle, qui est quand même quelque chose d'absolument majeur. Rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, j'ai dit individuelle. Rupture conventionnelle individuelle. Ce qui vient au Ouest, puisqu'on a eu la rupture conventionnelle collective. Voilà, rupture conventionnelle individuelle, exactement, qui a quand même assez fortement modifié les relations du travail et les relations contractuelles. Bon, ensuite, on a eu le train Pénicaud, effectivement, qui a certainement eu un impact. Il y a eu quand même une amélioration du dialogue social dans l'entreprise, qui a pu induire beaucoup moins de plans sociaux, et les plans sociaux sont maintenant négociés dans les 2/3 des cas. Voilà, on pourrait rajouter tous ces exemples. Mis bout à bout, il n'est pas très difficile de raconter effectivement une histoire où des réformes, dont certaines datent de l'époque Macron, mais dont certaines remontent déjà maintenant à plusieurs années, font que le marché du travail globalement fonctionne mieux qu'il y a 15 ans. Et je crois que tout le monde peut s'accorder sur le fait que globalement le marché du travail fonctionne quand même beaucoup mieux qu'il y a une quinzaine d'années. Emmanuel. Magnifique. Bon. Non mais c'est super. Non mais ça fait plaisir d'entendre un débat un peu positif autour de la question générale. Oui, voilà. D'armes, de douleur et d'angoisse à partir de ce sujet. Maintenant, s'il s'agit d'évoquer l'impact de ces ordonnances sur le fonctionnement de l'entreprise, ouais. C'est ça le point? Ouais. C'était la question? Alors, juste avant quand même, un mot, après tout ce que vient de dire Bertrand, et si tu en es d'accord, on est quand même, là, dans un mois, on va voter. Oui. Et on a quand même une batterie de gens qui nous disent à quoi ça sert de voter. On a quand même une batterie de gens qui nous disent les responsables politiques finalement n'ont plus les rênes. Celui qu'on va élire quelque part entre Bruxelles et Davos, il est complètement prisonnier de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la France. Là, alors, malheureusement pour François Hollande, il n'en a pas accueilli les fruits, heureusement pour Emmanuel Macron, on voit quand même la réalité d'une action politique menée dans la durée. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu acceptes ça, Emmanuel? Moi, je l'accepte volontiers parce que dans le fond, enfin, s'il s'agit de regarder l'impact de ces ordonnances sur les droits et obligations dans l'entreprise, il y aurait davantage de commentaires dont je sais qu'ils sont bigarrés. Si moi, je donne mon opinion à ce sujet, j'estime qu'en effet, ils s'inscrivent dans le constat que vient de faire Bertrand. C'est-à-dire que ça a donné un impact économique favorable. Maintenant, on a des débats sur le bilan réel ou provisoire, parce que les ordonnances en question ont donné lieu quand même à une période substantiellement perturbée par les 2 années que nous avons passées chez toi. C'est vrai. Et donc on ne peut pas complètement donner crédit aux réformes pour ces résultats. Oui, mais je ne sais pas si c'est très français ce qu'on vient de dire. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, paradoxalement, je voulais prendre cet exemple donc, de cette époque incroyable de la crise sanitaire pour montrer précisément que les ordonnances avaient eu un impact qui me semble être positif et favorable. Parce que dans le fond, en ayant fait quoi? En ayant
fusionner toutes ces instances qui démultipliaient le dialogue social finalement de manière assez éthérée et dans le fond, en s'éparpillant et en créant plus de difficultés que de fluidité, Tout à fait. en l'ayant de manière concise et permettant de créer un véritable dialogue dans des circonstances aussi perturbées que celles que nous avons connues. Moi, j'estime que s'agissant du front de la sécurité, parce que c'est quand même cela qui a animé nos débats pendant ces derniers temps, eh bien, les entreprises les plus allantes ou les plus susceptibles d'avoir communiqué avec leurs représentants du personnel tels que revus et corrigés en 2017, eh bien, a donné lieu, dans le fond, à une efficacité qui a été d'ailleurs très largement soulignée par les salariés des entreprises dans lesquelles ce dialogue social s'est instauré. Alors, voilà, ça c'est sur ce front un peu perturbé. Sur notre sujet des prud'hommes. Revenons, sur notre sujet des prud'hommes, oui. Qui a été, j'ai l'impression presque. Alors c'est commencé avec Macron, ministre de l'économie et des finances, en 2015, et ça se termine avec Macron, président de la République. Je crois que c'est sur 2 séquences. L'idée était dans l'air depuis bien longtemps. Oui. Pour vous dire les choses... Même toi à l'époque où... À l'époque de Nicolas Sarkozy, tout à fait. Et à l'époque, il y a des juristes qui nous expliquaient que constitutionnellement, c'était pas possible. Il faut croire que parfois juristes varient, parce que finalement c'était possible constitutionnellement, moyennant quelques précautions évidemment. Voilà, donc l'idée était quand même poussée par beaucoup d'économistes en fait à la base, et c'était opposé à un certain nombre de juristes, pas tous évidemment, mais enfin un certain nombre de juristes un peu conservateurs qui nous avaient fait part à l'époque de cette difficulté. Voilà, et effectivement ensuite il y a eu l'épisode Macron ministre des Finances qui a voulu l'intégrer, et pour des raisons, alors là effectivement un peu de malfaçon de la loi, elle a été repoussée par le Conseil constitutionnel, donc il a fallu s'y prendre à plusieurs fois. Voilà, effectivement ça fait partie... bien qu'il y avait un petit problème constitutionnel quand même. Non, mais oui, mais Emmanuel saura ça beaucoup mieux que moi, mais il a été retoqué, comme on dit bêtement, par le Conseil constitutionnel en 2015 pour des raisons de complexité, d'inintelligibilité de la loi, pas pour des raisons de principe d'impossibilité constitutionnelle de plafonner les indemnités, tout simplement parce qu'il y avait des juristes qui expliquaient, et je peux tout à fait entendre l'argument, c'est que cela a plus ou moins des natures de dommages et intérêts, et on ne peut pas préjuger de l'ampleur d'un dommage-intérêt. Et parfois, le dommage-intérêt peut être absolument considérable. Voilà. C'est la notion de la réparation du préjudice subi en totalité. Et donc, la question était de savoir si ce bilan, même réaménagé, puisqu'il a il a donné lieu à un avis de la Cour de cassation qui va se trouver être confronté à une décision in concreto, mais qui sera... In concreto. Oui, ça c'est pour faire savant aussi, pour donner le plus d'informations à l'économiste. Pas de doute que tu es avocat. Parle latin. Donc, attends, là... c'est ça. La Chambre, remarque, ça me fait penser aux ex-post et ex-ante des économistes aussi. Oui. Bon, voilà. Vous pourriez dire avant et après, ça veut dire la même chose. Paribus. Ouais, exactement. Donc, la Chambre sociale de la Cour de cassation examinera le 31 mars 2 affaires créées par les ordonnances Pénicaud de 2017. C'est-à-dire, l'affaire, elle n'est pas encore pliée, totalement pliée. Là, nous en étions à ce stade à un avis de la Cour de cassation rendu rarement, des avis, en tout cas un avis aussi attendu sur l'analyse en soi abstraite, in abstracto, des dispositions en question. Et elle l'a validé. Pour valider. Ouais. Mais elle s'est toujours réservée, parce que d'abord c'est son office, de l'appliquer concrètement à une affaire donnée. Et donc nous nous trouvons là. Et ces arrêts seront rendus après l'élection présidentielle. Le 31 mars, c'est une audience. Et donc, oui, le 31 mars, oui, mais ça, c'est une pure coïncidence. Non, mais je veux dire, le résultat, le délibéré, ne sera connu publiquement qu'après. Ça peut tout remettre en cause encore à ce stade, Emmanuel ? Je sais que c'est à la mode de faire des prédictions diverses en tout domaine, mais ça serait très, très, très troublant, où il faudrait que l'affaire concrète soit telle qu'elle conduise la Cour de cassation à ne pas appliquer le barème qu'elle avait validé antérieurement. Donc moi je ne m'attends pas à quelque chose de très... Et une fois que la Chambre sociale de la Cour de cassation se sera prononcée sur ces 2 affaires, alors là on pourra dire que le système de barème des prud'hommes est définitivement validé ? On verra comment elle le dit ou comment elle ménage ou pas d'éventuels cas de figure dans lesquels certaines cours d'appel se sont engouffrées en expliquant qu'il s'applique par principe, mais
mais ça dépend des cas. Mais non, mais je me souviens très bien de nos discussions, Emmanuel. Oui. Toi-même, tu disais, il y a des patrons qui déconnent complètement avec cette histoire, qui ont exagéré, Oui, bien sûr. et sur lesquels les cours d'appel sont tout à fait fondés à refuser l'application du barème. Et c'est ce qu'elles veulent se ménager, les cours, c'est-à-dire d'observer, encore une fois, moi c'est l'argument que j'ai et qui me paraît être pertinent, c'est-à-dire de bon sens, de considérer que normalement il s'applique, le barème. Toutefois, lorsqu'il y a un empilement de bizarreries détestables ou délétères, il s'agit de condamner. Voilà. Alors, ce qu'ont fait les juges, les tribunaux, depuis qu'on s'est vu sur ce sujet-là, Stéphane, c'est que, enfin les juges et les justiciables, c'est que en dessus de la ligne, parce que c'est qu'une ligne, les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, c'est une ligne. Mais on assiste de manière très fréquente désormais à une sorte de liste assez longue de griefs ou de sujets ou de thèmes à indemniser. Et l'on voit du coup une forme de somme arithmétique de griefs depuis, je sais pas, le bonus, le temps de travail, le harcèlement, que sais-je, de très longues listes de sujets, qui fait que, ce faisant, les tribunaux trouvent des moyens aussi de trouver dans d'autres rubriques, y compris dans ce que j'appelle la fondamentalisation du droit, c'est-à-dire reconnaître les droits fondamentaux dans certains aspects qui sont, par la loi, exonérés ou exemptés du fameux barème. Si bien qu'au total, en tant qu'avocat, du côté des entreprises, tel que j'exerce mon activité, je me suis trouvé confronté finalement à une forme de rugosité ou d'âpreté plus forte et confronté à des thématiques d'une difficulté juridique extrêmement grande, parce que l'on voit bien que l'on cherche à trouver des motifs de sortir de ce barème au travers de la mise en œuvre, que sais-je, de droits, nouveaux ou pas nouveaux d'ailleurs, mais qui sont érigés avec une grande force. Est-ce que tu dirais que dans l'ensemble, ça a quand même sécurisé le processus de licenciement ? Oui, il l'a sécurisé parce que évidemment il l'a sécurisé. Mais je regardais les données récemment qui sont toujours intéressantes de sortie, si je puis dire, d'un contrat de travail. Et j'ai été frappée par le nombre encore gigantesque de démissions. Moi, je pensais que la démission n'existait plus grâce à la rupture conventionnelle, si je puis dire, les licenciements qui avaient l'air d'être si pratiqués. Et la réalité, c'est que même en 2020, donc année horribilis, il en est 1 200 000 démissions pour 520 000 licenciements. Et encore moins de ruptures conventionnelles. Et en 2019, c'était 1,9 million 900 000 démissions. Alors qu'on a le sentiment, moi-même dans ma pratique, que l'on est confronté peut-être à des... Et ça, c'est intéressant. C'est comme ça dans tous les pays. Hein. La démission reste, avec le départ en retraite, le mode de rupture du contrat de travail le plus fréquent. Et est-ce qu'il y a une accélération ou pas ? Alors oui, juste tiens, on va voir. Allons sur ce terrain, mais juste je veux voir une image parce que pour moi c'est le premier. Je vais appeler ça RH warning, en bourse, les profit warning, avec, c'est les marchés, donc on parle anglais. Oui. Donc profit warning, ensuite avec Orpea, je crois qu'on a eu le premier véritable ESG warning, et là, alors on va dire HR warning, avec ce qui est arrivé à Capgemini, donc on va le voir et on l'a déjà vu. Chute des cerveaux, réelle ou supposée d'ailleurs, parce que, pour en avoir discuté avec Guy Mamoumani par exemple, le truc est assez contesté, mais Capgemini donc fait état d'un départ de 23,5% de ces 320 000 salariés, enfin démission évidemment tout ça roule, hein, ils en ont embauché d'autres en face, et boum, le titre est sanctionné tout à coup sur cet effet de démission. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, on sait qu'aux États-Unis c'est très prégnant, est-ce qu'il y a quelque chose en France que vous constatez, les amis ? Écoutez, je vais faire quelque chose de très empirique. Alors déjà, la question des démissions est quand même liée à la conjoncture. C'est-à-dire quand la conjoncture est bonne, les gens se sentent mieux sécurisés et démissionnent. Comme ça, c'est très massif. Là, il semble que depuis 2020, et la Great Resignation aux États-Unis, il semblerait bien qu'il y ait un mouvement de fond qui s'explique en partie par l'amélioration du marché du travail, mais pas uniquement. Bon. Alors, moi, en tant que praticien, là, je prends ma casquette de conseil RH, les DRH que je rencontre en ce moment ont deux préoccupations essentiellement, et cela, quels que soient les secteurs, c'est un, comment j'embauche, et deux, comment je garde mes salariés.
Bon. Alors, là, les chiffres 23% sont évidemment extraordinaires, mais moi, il n'est pas rare... Assez classique dans le secteur. Voilà. Voilà. Ce que me disent tous les gars du Alors, secteur, c'est qu'on tourne à 20%. Mon Dieu, oui, on est monté à 23%. Exactement. Des On s'en fout, turnovers, des turnovers de 20% dans certains secteurs maintenant deviennent... Alors là, je ne parle pas que des secteurs très comme Tech, comme la SI, tech, etc. mais absolument. vous en avez évidemment sur des métiers comme aide-soignant, par exemple, et pas uniquement dans l'entreprise que vous avez citée. Tout à fait. Il y a des difficultés de turnover très importantes dans la hôtellerie-restaurant, dans tous les métiers de soignants. Vous avez beaucoup y compris donc dans des métiers peu qualifiés où vous avez des grandes facilités à retrouver du travail, eh bien, il y a un véritable sujet de turnover et ça devient un sujet central des RH. Et que maintenant, ce soit un problème même de valorisation boursière, ça ne m'étonne pas du tout. Le sujet RH devient directement un problème à la fois de délivrer de la qualité et même de se développer économiquement. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des boîtes, les dirigeants d'EHPAD se retrouvent à un problème de développement économique, c'est-à-dire faute d'aides-soignants, non seulement ils ont évidemment une prestation de service extrêmement dégradée, mais en plus ils ne peuvent pas s'accroître. Alors en plus, on doit ajouter pour les dirigeants d'EHPAD, mais hein, c'est juste d'un mot, cette histoire d'aide-soignant, c'est en plus un diplôme d'État avec un numerus clausus. Non. Heureusement, il n'y a plus de numerus clausus depuis longtemps. Mais il y a au moins un diplôme d'État. Et donc il faut organiser l'ensemble. Voilà, c'est un diplôme d'État et vous ne pouvez pas effectivement en faire à votre guise pour former les gens. Et vous ne pouvez pas les former. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors c'est un inconvénient parce qu'effectivement, c'est une formation de 12 mois, c'est long, c'est compliqué, c'est tout ce qu'on voudra. Bon, en même temps, vous n'avez peut-être pas envie forcément d'être soigné par quelqu'un qui n'a pas les diplômes nécessaires. C'est normal aussi que ce soit des règles. On ne peut pas d'un côté dire que les entreprises sont en capacité aujourd'hui d'ouvrir les centres de formation d'apprentis, c'est un élément dont on va parler, là où tu as et le refuser, enfin, faire de l'acier et de l'aluminium. Là où tu as raison, c'est que à l'intérieur de ces professions réglementées, je connais un peu le sujet, effectivement, il y aurait manière de rendre les choses beaucoup plus fluides. Je vais donner un exemple qui est très connu et qui se heurte à une résistance un peu corporatiste, on va dire. Aujourd'hui, quand vous êtes aide-soignant, même expérimenté, et que vous voulez devenir infirmier, il faut repasser le diplôme d'infirmier du début. C'est-à-dire que taper les 3 ans, il n'y a aucune équivalence. Logiquement, et on a réfléchi à la question, être aide-soignant expérimenté devrait permettre de valider l'équivalent d'1 an et de ne faire que 2 ans. La réglementation actuelle s'y oppose. Donc quand vous êtes une excellente aide-soignante et que vous voulez devenir infirmière, eh bien, il faut recommencer tout le circuit depuis le début et se faire 3 ans d'études universitaires. Des exemples comme ça, il y en a plein, y compris dans l'apprentissage, etc. Donc il y aurait beaucoup à dire sur les professions réglementées qui se barricadent, évidemment, mais cela dit, l'idée même que ce soit des professions réglementées me paraît pas devoir être mise en cause. Donc revenons sur les démissions et sur effectivement ce HR warning. C'est le rêve de Karl Marx là. C'est-à-dire, tout à coup, c'est le salarié. Enfin, c'est Karl Marx à l'envers. Mais non, parce que c'est lui qui, à un moment, décide. Il n'y a plus d'armée de réserve. Non, il n'y a plus d'armée. Oui, ben voilà, il n'y a plus d'armée de réserve. La révolution est faite. Et c'est maintenant, finalement, le prolétaire qui va décider du retour aux actionnaires, ou en tout cas de leur cours de bourse. Le pouvoir de dire oui. Je trouve ça très intéressant. Voilà. On est parti là dans un cycle dont on n'est pas prêt de sortir en termes de tension de recrutement, en termes de tension sur l'ensemble des secteurs aujourd'hui. Oui, alors il y a des tendances de fond qui sont l'évolution de la démographie. Voilà. Donc on va vers un marché du travail qui est globalement plus tendu qu'il y a quelques années. Maintenant, enfin, je dirais pas que le chômage est mort. D'ailleurs, il est encore à 8% et on a encore un certain nombre de progrès à faire. Il y a une partie de la population qui est difficilement employable. Ouais, mais on va y aller pour tout un tas de raisons. Bon, bref. Tout à fait. Donc, et puis il peut y avoir un retour de bâton économique, une crise, par exemple d'origine financière au hasard, et les États n'auront peut-être pas éternellement la possibilité de monétiser leurs dettes pour faire une relance keynésienne complètement folle à chaque fois. Emmanuel, avant de marquer la pause, parce que c'est un peu dans l'idée, donc, ok, les réformes, et puis la transformation du rapport au travail, on dira un mot du télétravail après la pause, mais c'est en ce moment là qu'il y a un procès Deliveroo, donc Deliveroo et 3 de ses anciens dirigeants qui sont jugés au pénal pour travail dissimulé. Est-ce que là, on va poser, alors on en a énormément parlé aussi ensemble, aujourd'hui, du statut particulier, notamment de l'ensemble de ces livreurs à vélo. Est-ce que ce procès-là est important pour avancer dans la définition du cadre juridique ou à chaque fois, c'est ce que tu m'expliquais, le problème du droit du travail, c'est que ce sont des cas individuels à chaque fois, quoi.
Et s'agissant de Deliveroo, dont je ne connais pas les tenants et aboutissants précis de l'affaire, moi, ce que j'observe, c'est que le mois dernier, la Cour d'appel de Paris, dont on ne peut pas penser qu'elle soit totalement dénuée de moyens d'analyse, a, pour une énième fois, débouté une demande de requalification individuelle. Ouais. Bon, voilà, première chose. Deuxième chose qui m'intrigue, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais dans le fond, la notion de travail dissimulé qui porte en elle, moins qu'on puisse dire, une dimension infamante. Le travail dissimulé, ça fait partie de la lutte contre le travail illégal, cause nationale depuis au moins 10 ans, et qui a vu se multiplier à l'envi des dispositions légales plus dures les unes que les autres, et qui ont pour objet, en effet et pour conséquence, de mettre un terme à des activités qui sont exercées en marge de la loi et en marge des règles qui sous-tendent l'activité en question. Alors, s'agissant de cette plateforme, il y en a d'autres, mais celle-ci, qui est donc dans la livraison, qui fait partie de mémoire de la catégorie des plateformes dites de mobilité, pour laquelle, sauf erreur, depuis 2016, loi El Khomri, en passant par les dernières ordonnances et décrets de 2021, fait l'objet de toutes les attentions, puisque c'est typiquement dans ce surgissement bizarre de cette plateformisation qui entraîne des conséquences non moins bizarres sur le plan du travail, c'est dans ce secteur-là donc tous les efforts législatifs sont conduits, mais vraiment en direction de ces deux sous-secteurs que sont la livraison d'un côté et les VTC de l'autre, pour tenter de créer, de faire sortir et émerger un modèle. Alors, et ces dispositions légales, des ordonnances, etc., la représentation qui conduira à mettre en place des élections pour négocier davantage selon la forme aujourd'hui valorisée, à savoir la contractualisation et créer un statut, une amélioration. Bref, tout ça est en cours. Et dans le même temps, on mobilise donc le travail dissimulé, infamant, etc., qui vise bien dans notre esprit collectif. On voit bien ce que cela signifie comme type d'activité. Voilà, entre des travailleurs non déclarés, en passant par, enfin, je passe, il y a toute la gamme. Voilà que cette activité donc de Deliveroo, qui fait de la pub à la télé, qui a été utilisée par tout un chacun et ô combien, y compris pendant la grève, pardon, j'appelle ça la grève. Bref. Eh bien là, voilà, poursuivi de ce chef-là. Donc il y a déjà quelque chose de troublant, parce que de deux choses l'une, selon moi. Soit l'on entend la notion de travail dissimulé pour en quelque sorte, faire sombrer le modèle tel qu'il existe. Ça. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème de droit parce que la loi a régi et organise ce secteur d'activité ou est en train de le faire. Et il y a des lois dans le code de la consommation, dans le code du travail, dans le code général des impôts et dans le code des transports pour les VTC. Donc, véritablement, il y a des lois. Donc, soit le travail dissimulé est utilisé pour combattre la forme, et auquel cas, je ne crois pas que ça puisse être possible, soit dans ce modèle-ci, y compris dans l'entreprise normale, etc., il y a des aspérités ou des choses qu'il faut régler. Non, mais c'est intéressant. Et auquel cas, allons-y. Maintenant, il y en a, paraît-il, 6000 à examiner. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment totalement le lieu, ni le bon vecteur et le bon véhicule utilisé là, y compris bizarrement par les services de l'État, parce que c'est quand même eux qui ont fait, je veux dire, le rapport pour expliquer à quel point tout ceci relevait du travail subordonné. Donc moi, je suis très perplexe parce que écartelé en quelque sorte entre des pans de droit qui, à mon avis, ne sont pas faits l'un pour l'autre en quelque sorte. Je comprends. Voilà. C'est pas très très loin de ce qu'on racontait sur les prud'hommes finalement. C'est-à-dire, on trouve un moyen de contourner en fait l'ensemble de ce qui est mis en place pour aller chercher réparation. On marque une pause, on se retrouve dans un instant les amis.